Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. La profession d'avocat est à elle seule significative de ce que les hommes ont accompli dans leur progression vers plus de justice, vers une meilleure protection du citoyen, de quelque importance qu'il soit d'ailleurs, et sous quelque accusation puisse-t-il tomber. Les prérogatives de l'avocat, sa mission, du moins en théorie, sont l'assurance que le citoyen, c'est-à-dire le justiciable, aura droit à un traitement équitable, s'il a affaire à la justice, bien sûr. Mais malheureusement, bien souvent, dans certains systèmes politiques, les institutions, les lois, les grands équilibres et la souveraineté des peuples sont souvent des façades en trompe-l'œil, des coquilles vides destinées à donner le change, à tromper les opinions publiques internationales sur la véritable nature des régimes qui se sont imposés à leur peuple par la violence, la ruse ou la manipulation. C'est le cas en Algérie où la démocratie, les institutions, la séparation des pouvoirs, les élections ne sont que des notions vidées de toute vraie substance, qui ne sont destinées qu'à permettre à ceux qui ont capté le pouvoir de se servir du pays comme s'il était leur propriété personnelle et l'héritage qu'ils lègueront à leurs enfants. Et c'est en fait déjà le cas, puisque nombreux parmi ces enfants de ceux qui ont volé l'indépendance, puis qui ont squatté l'État, sont déjà aux commandes de ce malheureux pays, lorsqu'ils n'en sont pas les plus riches et les plus puissants, eux qui ont déjà installé leur propre famille ailleurs, chez leurs amis occidentaux, où ils investissent le fruit de leur rapine et où ils pensent se replier de façon définitive cette fois-ci, lorsque ce pays qu'ils ont dévasté ne leur sera plus d'aucun intérêt, puisqu'ils l'auront irrémédiablement ruiné. C'est le cas, donc, du métier d'avocat en Algérie, qui est, comme le reste des institutions, des grands corps publics et de la société civile. Le métier ou la profession d'avocat a été, lui aussi, dans sa globalité, déserté des grands principes qui le fondent, du sens profond qui est censé l'habiter, des équilibres subtils qui auraient dû en faire une sorte d'institution civile et civique, un pilier sociétal décisif pour la sauvegarde du droit et de la justice. Le métier d'avocat est vraiment comme le reste. Ça ne peut pas être autrement. Soumis aux pires vicissitudes, à l'ambiance toxique, médiocrate et mafiocrate d'un régime prédateur, à la carence abyssale d'une intelligentsia qui est aux abonnés absents, à la démission massive de la société civile. C'est de cela que nous allons traiter dans le vif du sujet de cette fois-ci. Nous allons lui consacrer une émission en 3 parties. Nous recevrons des avocats parmi les plus emblématiques de leur profession. Ils viendront nous parler de la situation de leur corps, des problèmes qu'ils rencontrent, de ce qu'ils espèrent et de ce qu'ils appréhendent. Aujourd'hui, nous recevrons par ordre alphabétique Maître Nordin Ahmin, Maître Nordin Bni Saad, Maître Saleh Debbouz et Maître Amin Sidhem. À tous les 4, je dis merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Maître Nordin Ahmin, merci d'être avec nous encore une fois. Maître Ahmin? Oui, oui. Voilà, oui, très oui. bien, très bien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord essayer de le situer. L'avocat est un élément, j'allais dire, presque constitutionnel de l'état de droit. Avocat dans sa pleine acception, bien entendu. Dans un état de droit dans son plein sens. Alors, pour comprendre un peu ce qu'est un avocat, est-ce que vous pourriez nous dire d'abord ce qu'est qu'un état de droit? D'accord. Azul Fillaoun, salam alaikum. Alaykoum salam. Un état de droit.
c'est vrai, c'est un mot d'une dimension gigantesque, mais malheureusement, quand on compare cette notion à la situation de l'Algérie, vraiment, il y a de quoi bien sûr, avoir du chagrin, je dirais. Un état de droit, c'est quoi? Il y a une notion allemande qui dit exactement ceci. C'est un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. La puissance publique, c'est-à-dire l'État lui-même, est soumis au droit. Il est limité par la loi dans ses actions. C'est ça un État de droit. C'est d'abord, bien sûr, on ajoute à tout cela une certaine hiérarchisation des lois, à commencer par les règlements et des conventions privées, jusqu'au sommet, on trouve la Constitution. Donc le respect, déjà le respect de cette pyramide des lois et le respect total par tous les sujets sans exception. Par tous les sujets. Qu'est-ce qu'on entend par les sujets? Les sujets de droit, c'est quoi? Y compris les individus, les personnes et l'État, et les personnes physiques, bien sûr, à commencer par l'État. Tous ces sujets-là sont soumis à la loi, sont soumis à l'égalité devant la loi, l'égalité de droit. C'est ça un État de droit. Donc l'État lui-même, qui édicte ces lois, est tenu de les respecter, chose qui n'est pas malheureusement le cas de l'Algérie. D'une manière générale, voilà Très bien, merci, c'est très explicite, je vous remercie. C'est une explication vraiment très claire, très substantielle aussi. Restez avec nous, Maître Nordine Ahmin. Maître Nordine Benissad, merci d'être avec nous. Est-ce que... Allô? Maître Benissad, marhaba bik, ahlan bik, merci. Merci, c'est moi, c'est moi. Alors, pour continuer un peu dans l'explication, disons, de l'environnement de l'avocat, Monsieur Maître Ahmin vient de nous expliquer un peu ce qu'est que l'état de droit dans son acception la plus, disons, lambda, hein, pour que tout le monde comprenne. Je l'en remercie. Moi-même, je viens de comprendre certaines choses. À votre tour, Nordine Benissad, sachant que dans un état de droit, la séparation du pouvoir est la chose la plus consacrée, la plus fondamentale de ce même état, et que le pouvoir judiciaire est l'un de ces trois grands pouvoirs. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le rôle, la mission du pouvoir judiciaire dans l'état de droit? Allô? Oui, oui, est-ce que vous avez entendu ma question? Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Pour faire court, quel est le rôle, la mission de l'État, dans l'état de droit, du pouvoir judiciaire? Ah, d'accord, j'avais compris que c'était surtout le rôle de l'avocat, mais bon... Oui, oui, là on est en train, pardon Maître Benissad, on est en train de déblayer un peu le terrain pour arriver au vif du sujet. Hein, il n'y a aucun problème, Je vous en prie. Simplement, je voudrais juste une minute revenir sur la notion de l'état de droit. Oui. D'abord, c'est plutôt un modèle théorique, mais également un terme politique qui a été donc traduit sur le terrain dans des régimes démocratiques. Donc on ne peut parler d'état de droit que dans un régime démocratique. Maintenant, pour évidemment tout ce qu'a dit mon confrère et ami Nordine Ahmin, l'état de droit suppose que la puissance publique soit soumise au droit, la puissance de l'État soit limitée. Et là, on va vers la séparation, le principe de la séparation des droits, la séparation des pouvoirs. Mais bien entendu, donc il y a le principe de l'égalité. On peut pas, l'État ne peut pas méconnaître le principe de l'égalité, parce que, comme on dit en droit et en adage, pas de peine sans texte de loi. Et évidemment, l'indépendance de la justice et le pouvoir judiciaire. D'abord, l'indépendance de la séparation des pouvoirs. Si, comme dit Montesquieu, ça serait une tyrannie si les trois pouvoirs ne sont pas limités, aussi bien le pouvoir exécutif, législatif
et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif suppose que l'administration soit limitée dans ses attributions et dans les décisions de fait, notamment par les lois qui sont donc votées par le Parlement, et cela suppose un pouvoir judiciaire, bien entendu, qui limite donc les éventuels abus de ces deux pouvoirs. Donc évidemment, on ne peut pas parler de l'état de droit sans parler de l'indépendance de la justice. Mais enfin, je pense que tout à l'heure on pourra rentrer dans les détails de ce que c'est le concept de l'indépendance de la justice. Restez avec nous donc, Maître Beni Saad. Donc nous avons parlé de l'état de droit, on a essayé de l'aborder, de débroussailler un peu. Ensuite, ce qu'est la justice dans l'état de droit. Et à présent, je vais demander à Maître Dabrouz. Ah, il n'est pas avec nous. Alors, Maître Amin Sidom, alors. Maître Amin Sidom. Allô? Allô, Maître Amin Sidom, merci d'être avec nous. Je vous remercie, c'est avec plaisir. Merci. Alors, Maître Amin Sidom, on vient de nous expliquer, Maître Amin, ce qu'est qu'un état de droit. Et Maître Beni Saad nous a expliqué ce qu'est la justice dans un état de droit. Et je vous demanderai de nous expliquer, pour ce qui vous concerne, ce qu'est qu'un avocat dans la justice. Là, je vous entends très mal. Hein. Alors, Maître Amin Sidom, nous avons abordé le sujet de l'état de droit, puis ce qu'est la justice dans l'état de droit. Et maintenant, j'aimerais que vous nous parliez de l'avocat dans la justice. Écoutez, le rôle de l'avocat est très important dans l'établissement de l'état de droit. Donc, c'est un moyen l'avocat plaide, généralement, plaide les droits des citoyens. Il est là à côté des citoyens. Mais bon, maintenant, hélas, comme l'a si bien dit mon cher confrère Maître Beni Saad et Maître Amin, ils l'ont si bien dit, le travail de l'avocat ne peut pas se faire convenablement s'il n'y a pas un état de droit et s'il n'y a pas une justice indépendante. Aujourd'hui, dans les deux cas, on a les deux situations. Le travail de l'avocat devient de plus en plus difficile, surtout dans son quotidien. Oui. Très bien. Restez avec nous, Maître Sidom. Je reviens à Maître Amin. Maître Amin, qu'en est-il de la situation des avocats en Algérie, de leurs problèmes? Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres? Est-ce que vous pouvez nous parler grosso modo, des grands problèmes qu'ils rencontrent, des défis qui sont les leurs, des problèmes qu'ils rencontrent au sein de leur organisation? Vous voyez, c'est un vaste programme, mais nous allons y aller petit à petit, vous et vos confrères, pour essayer de comprendre un peu ce qu'est que cette, j'allais dire, institution, ce grand corps des avocats. Quels sont ses problèmes? Comment ça se passe? Bon, d'abord, je veux rajouter juste quelque chose à ce qui vient de ce qu'on a entendu depuis le début de l'émission sur l'état de droit. L'état de droit, d'abord, bon, pour justement compléter un peu cette notion, il doit reposer sur des principes. Après, je reviendrai à votre question. Des principes. Il y a essentiellement trois principes. Le premier, c'est la hiérarchisation des lois. Déjà, il y a le deuxième aspect, c'est celui justement de l'égalité des sujets, comme je l'ai dit. Et le troisième, qui est très important, d'une importance capitale, c'est l'indépendance de la justice. Sans l'indépendance de la justice, il n'y a pas un état de droit. Bon, je passe à l'avocat. L'avocat, je cite cette citation de Montesquieu. Montesquieu, qu'est-ce qu'il dit sur les avocats? Il dit ceci. Les magistrats sont la bouche de la loi, l'avocat, pour sa part, est tout à la fois le pédagogue, l'acteur et le militant du droit.
auquel il prête sa plume et sa parole. Ça, c'est Montesquieu qui dit ça sur l'avocat. Donc, le rôle de l'avocat est déterminant. Pardon, Maître Ahmed, je ne savais Oui. pas que du temps de Montesquieu, on utilisait le terme de militant. Ça me paraît un peu bizarre. Oui, oui, je pense que c'est une citation qui est juste, sauf si celui qui l'a. Voilà, c'est en substance, peut-être qu'elle est juste, mais sauf qu'ils ont dû faire pénétrer ce nouveau mot dans une citation. Peut-être l'ont-ils mis au goût du jour, tout simplement. Peut-être. Oui. L'essentiel, c'est ça, quand même, ça rejoint le rôle de l'avocat. Le rôle de l'avocat, c'est un rôle militant. D'accord, très bien. C'est très important, c'est un rôle militant avant qu'il soit professionnel. Parce que si on limite ça à l'aspect professionnel, justement, le rôle de l'avocat n'a aucun sens pour ce qui est de la construction, surtout d'un état de droit. J'entends bien, maître, et j'apporte même de l'eau à votre moulin. Excusez-moi de vous interrompre. Je crois que le métier d'avocat est un peu comme ces rares métiers, celui d'enseignant, celui de médecin, certains métiers qui ont comme une âme, qui procèdent de la nature même de la société, qu'ils servent plus qu'ils ne s'en servent. Mais je vous laisse poursuivre. D'accord. Donc, ceci dit, cette dimension, on la trouve justement dans l'article 2 de la loi régissant la profession. Je vais la lire textuellement en arabe et en français et vous allez voir. Alors, voilà, je commence déjà en arabe. المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون. En français, voilà. Que dit cet article? La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante qui œuvre pour le respect et la sauvegarde des droits de la défense. Elle concourt à l'œuvre de la justice et au respect du principe de la primauté du droit. Et qu'en est-il? C'est toute une dimension du rôle de... Oui. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que c'est le cas? Et justement, malheureusement, il m'arrive souvent de discuter avec mes confrères sur cet aspect-là, sur cette dimension. Malheureusement, dans plusieurs cas, dans plusieurs situations, comme s'il n'y a pas justement cette culture qui doit être instaurée pour comprendre cette dimension, ce rôle noble de l'avocat dans la société, et surtout pour la construction d'un état de droit. Donc, je reviens à votre question. Malheureusement, justement, on constate le contraire de cette dimension et on est en train, quelque part, en quelque sorte, on est en train de, je dirais même, de clochardiser, excusez-moi de ce terme, d'utiliser ce terme, de clochardiser cette profession. C'est d'abord, elle est restée actuellement pratiquement la seule débouchée sans contrainte, je dirais, administrative, à part quelques-unes, et donc c'est la seule débouchée pour un bon nombre d'universitaires qui terminent leurs études. Donc, ils rejoignent cette débouchée. Elle est conçue beaucoup plus comme, comment dirais-je, c'est-à-dire finalement, on n'a pas le choix, c'est le seul choix qui nous reste. Et malheureusement, il n'y a pas une vraie prise en charge. Il n'y a même pas cette volonté d'ailleurs. La volonté de prendre en charge pour former ce corps qui a son importance dans la société. Il y a même, je dirais, une politique dans le sens d'affaiblir ce corps, cette institution. En fait, c'est une institution, hein, et il faut le dire, et de l'affaiblir justement, c'est à bon escient, à dessein plutôt, à dessein. Pourquoi? De peur justement de laisser cette institution jouer pleinement son rôle, et s'il joue pleinement son rôle, le résultat, c'est à coup sûr, c'est de provoquer ou du moins amorcer un certain changement. Maître Amin, restez avec nous avant d'aller plus avant. C'est tellement intéressant cet aspect des choses que vous soulevez que je vais poser la question à vos confrères. Maître Bni Saad, vous êtes avec nous, vous m'entendez, j'espère? Maître Bni Saad Nordin, on l'a perdu? Allô?
Maître Benissad, vous êtes avec nous? Oui, oui, je vous entends, oui. Alors, avant de poursuivre plus avant dans les détails qui empoisonnent en quelque sorte votre corps ou votre institution, comme vient de le dire Maître Ahmin, est-ce que vous pouvez nous dire votre sentiment sur la réalité de cette profession par rapport à ce qui est énoncé théoriquement, à ce qui est prévu par la loi, à ce qui est préconisé par les grands principes? Qu'en est-il en réalité dans ce corps? Comment le percevez-vous, vous, personnellement? Écoutez, d'abord un cadre général. Je crois que la profession d'avocat a toujours été crainte par les pouvoirs politiques. Vous savez, les avocats ont toujours joué un rôle dans l'émergence et la consolidation de l'état de droit depuis le XVIe siècle, notamment avec l'habeas corpus, la séparation de pouvoir, l'émergence des droits de l'homme. Et déjà Bonaparte recommandait de couper la langue aux avocats. Dans le contexte algérien, il faut, à mon avis, relativiser les choses et situer les choses dans leur contexte. Je crois qu'on a eu la profession d'avocat et la chance. En 1962, vous savez que toutes les professions judiciaires ont été nationalisées. Le notariat, l'huissier de justice, le commissaire-priseur, toutes ces professions ont été nationalisées à part la profession d'avocat. Pourquoi n'a pas été nationalisé? Je pense que ça remonte, c'est un lien il faut faire ce lien avec notamment le collectif des avocats du FLN qui ont joué un rôle donc dans la défense des militants de la guerre de libération. Et ces mêmes avocats se sont retrouvés à des postes importants, notamment le Premier ministre de la Justice a été l'avocat notamment de, le bâtonnier Bentoumi. Je pense que c'est grâce un peu à ça que la profession a été préservée et n'a pas été nationalisée. Ceci dit, je crois qu'on ne peut pas parler de l'indépendance de l'état de droit, de l'indépendance de la justice, sans parler de l'indépendance de l'avocat, d'abord en tant que personne, et puis du barreau et de l'avocat en tant que groupe. Donc, avocat en tant qu'une indépendance vis-à-vis donc aussi bien du pouvoir exécutif, des puissances économiques, mais aussi indépendance du barreau. Cela suppose quoi? Cela suppose qu'il y ait une auto-réglementation. C'est-à-dire que les avocats sont jugés par leur pairs. Il n'est pas question que dans le cadre de l'exercice de sa profession, et notamment les fautes professionnelles, ne soient soumises par exemple, au parquet. Sinon, ça n'a aucun sens de parler de l'indépendance de l'avocat. Cela suppose la liberté d'association, c'est-à-dire qu'il y a une corporation qui s'organise autour des ordres, notamment des ordres des avocats, et avec des élections libres, ce qui n'a pas été le cas pour d'autres professions pendant toute la période du parti unique. Et donc voilà, tous ces principes. Et puis vous m'avez parlé de la réalité. Je crois qu'il y a, Maître Ahmin a parlé de la clochardisation de la profession. Je crois que c'est un tout, parce que aujourd'hui, je pense que le problème de la formation, et là, c'est une responsabilité de l'État, parce que la formation ne peut pas se faire par les avocats, pour les avocats, parce qu'ils sont très nombreux, et la prise en charge de la formation est coûteuse, et à mon avis, c'est un rôle que doit jouer l'État, parce que en fait, les ordres, l'avocat a une mission aussi de service public. Ça veut dire qu'il est là pour garantir un procès équitable, pour être la voix des sans-voix, le porte-voix des voix qui ont des voix et qui peuvent pas s'exprimer. Donc il a une mission de service public, et à ce titre-là, je crois que la formation, aussi bien au niveau de l'université que dans ce qu'on appelle la profession pour la formation pour la profession d'avocat, ce qu'on appelle le CAPA, le certificat d'aptitude de la profession d'avocat. Mais pourquoi, Maître Benissad, excusez-moi de vous interrompre, pourquoi, bon, il n'y a aucun doute que dans l'esprit des gens que la justice n'est pas indépendante, ça tout le monde le sait. Ce que les gens comprennent moins bien, c'est
pourquoi le corps des avocats, cette institution, si on peut l'appeler ainsi, pourquoi n'est-elle pas indépendante par rapport à la justice, hein, je ne parle pas de pouvoir politique, par rapport au pouvoir judiciaire. Pourquoi ce corps des avocats ne parvient-il pas à se détacher de l'emprise du pouvoir judiciaire, si tant est qu'on peut l'appeler comme ça, en fait du pouvoir en général, pour être plus explicite? Allô? Ben, vous avez entendu ma question? Non, parce qu'il y a des interférences. Ah, c'est dommage. Alors, je vais vous répéter de façon assez substantielle, disons. Pourquoi le corps des avocats ne parvient-il pas à se libérer de l'emprise qui pèse sur lui, qui le tient en otage, qui fait qu'il est ce qu'il est aujourd'hui? Écoutez, comme je viens de vous l'expliquer, je crois qu'il faut relativiser les choses. Je vous ai dit, on a eu la chance de ne pas être une profession qui est nationalisée. Donc nous sommes une profession libérale, mais bien entendu, l'indépendance, comme je vous ai dit, du barreau vis-à-vis des pouvoirs publics, mais aussi l'indépendance de l'avocat en tant que personne. Aussi bien sur le plan institutionnel. Aujourd'hui, je peux dire heureusement que nos élections se sont démocratiques. Il n'y a pas d'interférence du pouvoir politique ou de l'administration. Il n'y a pas nous ne sommes pas sous tutelle du ministère de la Justice. Je vous rappelle juste que pour le dernier texte sur la profession d'avocat, il a fallu que les avocats se descendent dans la rue pour faire entendre leur voix, pour faire prévaloir leurs droits. Et là, je précise que ce n'est pas de droit en tant que corporation, ce n'est pas du corporatisme, mais c'est surtout la promotion et la défense des droits de la défense, qui sont en fait les droits des justiciables et les droits des citoyens. On s'est battu pour ça, on s'est battu pour que la loi, en tout cas, à mon avis, pour certaines dispositions, les pouvoirs publics ont reculé, et je pense que c'est un aspect positif. Et quand on parle de clochardisation, comme disait Maître Ahmin, encore une fois, je pense qu'il y a un gros problème de formation. Et vous savez que le juge qui est bien formé, l'avocat qui est bien formé, le médecin qui est bien formé, on a tendance à ne pas pouvoir les corrompre, et on a tendance donc à ce qu'ils soient compétents, et donc ils peuvent défendre leur mandant de manière libre, parce que il faut que les avocats, parce qu'il y a aussi avocats et avocats, il y a des avocats aussi qui se laissent faire, et je le regrette, mais les avocats qui sont là qui ont choisi cette profession par vocation, il n'est pas question donc d'être en quelque sorte une conscience en vocation, une présence alibi. Nous avons la charge de faire respecter la loi, de faire respecter les droits de la défense, donc de concourir à faire respecter les règles d'un procès équitable, la présomption d'innocence. Donc tous ces principes-là, il faut que l'avocat les porte, et maintenant, ma foi, j'allais dire, tout dépend de l'avocat et de son profil et de son militantisme. Restez avec nous, Maître Blissad. Maître Amin Sidoum, nous vous avons retrouvé, on a été coupé. Vous êtes avec nous là? Oui, on a été coupé. Donc, oui, en effet. Mais je pense qu'il y a... Excusez-moi, Maître Amin Sidoum. Est-ce que vous m'entendez? Maître Amin Sidoum. Oui. Alors, Maître Amin et Maître Blissad semblent convenir tous deux qu'en partie, si aujourd'hui votre corps, le corps des avocats, n'est pas assez autonome, n'est pas assez, libéré, assez indépendant, c'est surtout dû à ce qu'ils pensent être la clochardisation de la profession, un peu comme si
de nombreux avocats ont été mal ou très mal formés, qu'ils sont un peu dans l'air du temps, dans cette ambiance d'opportunisme, de tout accepter. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Pourquoi le corps des avocats n'arrive-t-il pas à se libérer de l'emprise qui pèse un peu sur toutes les institutions? Et qu'est-ce qu'il faudra faire, selon vous, pour que le corps des avocats puisse jouer pleinement le rôle qui lui est dévolu? Je pense que, en premier lieu, le problème de la formation qui revient à chaque fois pose problème parce que il y a un problème de formation, mais hélas, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, que malheureusement, certains avocats, qui sont avocats, ils ne connaissent pas leurs droits. Donc, comment voulez-vous qu'ils défendent autrui ici? C'est ça aussi le problème qui se pose que notre Hermine et Maître Moussad avaient soulevé tout à l'heure concernant le problème de formation. Et donc, que ce soit une formation au niveau universitaire, donc la formation de 4 années au niveau de l'université. Maître Amin Sidom, est-ce que nous l'aurions perdu encore? Maître Ahmin, je reviens à vous. Alors, pour parler des problèmes réels des avocats qu'ils rencontrent tous les jours, je vous laisserai donc décider de ce dont vous voudriez parler en priorité sur ces problèmes que vos confrères rencontrent, vous-même et vos confrères. Mais avant cela, j'aimerais savoir ce qu'est un bâtonnier, et pourquoi beaucoup de gens pensent que les bâtonniers sont au cœur des problèmes que rencontrent les avocats, qu'ils sont plus dans une sorte de fonction contrôle, surveillance, que dans une fonction de représentation et d'autorité morale. Bon, je réponds? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Je vous en prie. Non, je ne pense pas. Sincèrement, c'est vrai, ils ont leur part de responsabilité, incontestablement. Mais je pense qu'il y a une grande démission de notre part. On est responsable de cette situation. Le bâtonnier, s'il trouve le moyen de s'imposer, d'être là, de renouveler sa candidature, puis son élection, c'est que quelque part, c'est comme le système en Algérie d'une manière générale. Mais pourquoi ceux qui nous gouvernent, ils sont là? C'est la même question qui se pose. Pourquoi? Où est cette société? Où est cette société civile? Où est cette mobilisation? C'est la même chose. Donc maintenant, s'il y a une part de responsabilité qui leur revient, ça c'est selon la conscience des uns et des autres, mais je pense que nous, avocats, nous avons une grande part de responsabilité parce qu'il y a une vraie démission en la matière. Donc, d'attribuer uniquement tous nos malheurs aux bâtonniers, ce n'est pas correct. Ce n'est pas, je reviens à dire encore une fois, ils ont leur part de responsabilité. C'est une responsabilité quand on cherche cette responsabilité, c'est pour être à la hauteur. Donc, bien sûr, prendre en charge la formation, prendre en charge la profession dans tous ses aspects, non seulement la formation, il y a bien sûr beaucoup de choses sur en matière d'honoraires, en matière justement de la transparence dans la gestion, tout cela font partie. Mais je pense que la plus grande responsabilité revient aux avocats. Sinon, pour ce qui est des problèmes que rencontrent vos confrères? Eh bien, les problèmes, chaque barreau a ses propres problèmes. On n'a pas le problème de cette pléthore d'avocats, peut-être, où il se pose. Donc, automatiquement, il y a une désorganisation, il y a moins de contrôle pour une certaine discipline, pour, bien sûr, entre autres, comme on a parlé tout à l'heure, le problème de prise en charge de formation, combien même je partage le point de vue de mon confrère ami Nordin Benissad sur
justement, la formation ne revient pas uniquement à la profession, mais c'est aussi à tout le système éducatif de notre pays. Bon, donc, ceci dit, chaque barreau a ses propres problèmes. Par exemple, nous, à droite, on a des problèmes de, justement, il n'y a pas une certaine discipline, une certaine discipline pour l'imposer aux avocats sur tous les plans, surtout sur le plan de comportement, justement, la prise de conscience de l'importance de cette profession. À la limite, bon, s'il y a des exceptions par-ci, par-là, ce n'est pas méchant. Mais quand il n'y a pas une discipline qui impose, qui soit imposée aux avocats pour qu'ils se rendent compte de cette importance, de ce rôle d'avocat, bien sûr, on ne peut pas aller loin, mais malheureusement, c'est une situation générale, il faut le reconnaître. Nous sommes dans un pays où tous les secteurs sont touchés, ce n'est pas uniquement notre secteur, notre profession, tous les secteurs. Et il me semble, bien sûr, ça c'est pas il me semble seulement, mais c'est sûr, il y a eu, le pouvoir a fait un travail énorme là-dessus pour casser la société dans tous ces segments. Restez avec nous, Maître Ahmin. Maître Bni Saad Nordine, j'ai posé la question à Maître Ahmin au sujet de ces bâtonniers qui sont perçus un peu comme s'ils étaient la concentration, la cristallisation d'un peu tous les problèmes de votre corporation. J'aimerais que vous me disiez votre avis sur la question, mais aussi une autre question que je vous pose dans la foulée. Est-ce que vous ne pensez pas que le régime a fait exprès de créer cette pléthore, ces sureffectifs d'avocats pour justement laisser les avocats se bouffer le chignon, comme on dit, et oublier le reste? Je suis d'accord avec vous en partie sur la deuxième question, parce que, vous savez, sans être élitiste personnellement, toutes les professions, je dis bien toutes les professions, pour accéder aux professions judiciaires, il faut un concours. Il faut un concours pour être magistrat, il faut un concours pour être huissier de justice, il faut un concours pour être notaire, il faut un concours pour être commissaire-priseur. Il n'y a que la profession d'avocat où on peut rentrer, j'allais dire d'une manière librement à cette profession. Je le regrette parce que, encore une fois, ce n'est pas pour sélectionner, mais à mon avis, lorsqu'on assure la défense des personnes. Deux aspects, c'est les intérêts liés au bien des personnes et surtout des libertés des personnes. Je pense qu'on n'a pas le droit on n'a pas le droit à l'erreur. Et il faut mettre un maximum de chance, un maximum de moyens au service de cette profession. Notamment, je disais tout à l'heure, par la formation, il n'y a pas d'autres moyens. Tous les pays, je vous cite l'exemple de la France qu'on connaît bien, les avocats sont tenus de faire à peu près 80 heures par an, et justifie d'une formation continue. J'ai vu des personnes âgées de 80 ans qui continuent à se former. Et il n'y a pas honte à ça. La formation, elle doit être continue pour toutes les catégories d'avocats, aussi bien les jeunes que les plus anciens. Et aussi la formation initiale pour les avocats qui sortent de l'université, aussi bien sur le plan de la déontologie, sur le plan de l'éthique, mais aussi sur la jurisprudence, la maîtrise de jurisprudence récente, de ce qui se passe autour de nous, des conventions internationales. Moi, j'ai vu des jeunes avocats, malheureusement, qui n'ont pas pu opposer des conventions internationales relatives aux droits de l'homme, qui n'ont pas pu opposer aux magistrats, tout simplement parce que c'est une méconnaissance et des lacunes en matière de formation. Mais encore une fois, je vous dis en matière de formation, c'est l'obligation de l'État de former. Je ne vois pas pourquoi l'État consacre des moyens colossaux pour former des magistrats. C'est une bonne chose,
mais il n'y a aucun moyen qui est déployé pour former des avocats. Et les ordres des avocats n'ont pas, encore une fois, n'ont pas les moyens parce que leur seule ressource, c'est les cotisations des avocats. Et on ne peut pas assurer des formations sérieuses, des formations continues, des formations pertinentes pour les avocats avec si peu de moyens. Le deuxième aspect que vous avez évoqué relatif aux bâtonniers, moi je crois que les lacunes, il y avait des lacunes, mais ça a été corrigé relativement par la dernière loi sur la profession d'avocat. Sur les mandats des bâtonniers, il faut simplement mettre un holà et dire que les mandats des bâtonniers soient limités à 2 mandats, voire un mandat. À mon avis, un mandat de 3 ans, comme ça se passe chez nos voisins de l'autre côté de la mer. Un mandat de 3 ans, c'est largement suffisant. Et c'est aussi une manière d'assurer ce qu'on appelle l'alternance aux responsabilités. Mais ces bâtonniers, est-ce qu'ils pratiquent plus j'allais dire, de la gestion politicienne dans le mauvais sens du mot de leur corporation, ou est-ce qu'ils sont vraiment dans la gestion corporatiste, sociétale de leur corps, j'allais presque dire syndicaliste? Écoutez, d'abord, un bâtonnier il est élu par ses pairs. Donc, et à ce titre-là, je pense qu'après, il doit faire équilibre entre les principaux courants, parce que chaque avocat est porteur d'un courant politique, d'un courant idéologique. Je pense qu'il doit... c'est un exercice difficile parce qu'il faut faire l'équilibre entre tout ça. Et puis vous avez bien entendu vous avez la gestion quotidienne des problèmes liés à la profession. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que quelque part aussi le bâtonnier, pour ne pas dire le Conseil de l'ordre, font de la politique à leur manière. Est-ce que le régime influe d'une manière ou d'une autre, comme pour le reste des gens qui sont élus dans ce pays, est-ce qu'il influe sur la désignation ou l'élection, si vous préférez, de ces bâtonniers? Écoutez, moi je peux vous parler je suis membre du conseil du barreau d'Alger depuis quelques années. Je peux vous parler du barreau d'Alger. Je ne connais pas comment ça se passe ailleurs. Et je peux vous assurer que, comme je vous ai dit, on a eu la chance donc, de ne pas être une profession nationalisée, donc des fonctionnaires comme les autres professions judiciaires. Et d'un côté, on a complètement échappé, je dis bien complètement échappé, à la tutelle du parti unique, parce qu'à l'époque, toutes les organisations de masse, aussi bien les médecins, les architectes, les ingénieurs, etc., les économistes, etc., ne pouvaient pas organiser des élections sans la même mise, sans l'interférence du pouvoir politique à travers le FLN. Mais j'ai toujours assisté à des élections, des élections libres, et les avocats ont eu à choisir, en tout cas, les représentants de manière libre. Bien entendu, après, comme je vous ai dit, le fait de ne pas limiter les mandats des bâtonniers, donc le bâtonnier a tendance plutôt à préparer les mandats suivants, donc renouveler autant de fois que possible, de s'occuper donc de régler les problèmes quotidiens de la profession et anticiper sur les perspectives de cette profession. Restez avec nous, Nordine Ben Saad. Je suis désolé, on n'arrive pas à joindre Maître Saleh Debboz et Maître Amin Sidomia. Aujourd'hui, la liaison est exécrable, on n'arrive vraiment pas à avoir nos invités au téléphone, et ceux qui sont avec nous, c'est difficile d'établir donc une bonne communication. Maître Ahmin, les Algériens savent tous que, après la grande corruption qui sévit au sein des grands barons du régime, il y a aussi une corruption, une sorte de corruption emblématique, presque archétypale, qui règne au sein de la justice
à un point où il est devenu très rare de rencontrer un magistrat qui ne soit pas corrompu, encore qu'ils existent, heureusement. Ils ont beaucoup plus et d'autant plus de mérite, mais ils sont la minorité, il faut le dire, puisque la plupart des magistrats sont corrompus, des corrompus notoires, et qui ne s'en cachent pas, puisqu'ils s'affichent, ils font étalage de leur richesse qui dépasse très largement leurs revenus. Mais sinon, on dit aussi qu'une autre forme de corruption sévit aussi dans le corps des avocats, qu'elle est vraiment endémique, à un point où beaucoup d'avocats passent pour être des courtiers en matière de corruption. C'est eux qui sont les courroies de transmission en quelque sorte du corrupteur vers le corrompu. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet délicat, j'allais dire? En effet, c'est un sujet délicat, mais sauf que je pense que si cette corruption existe, oui, il y a quelque part peut-être, mais sincèrement, du moins là où je suis dans ma position actuelle, cela ne constitue pas vraiment un grand problème. Je parle bien de là où je suis. Maintenant, au-delà, Alger, les grandes villes et tout, je ne sais pas réellement comment ça se passe, mais je peux vous dire que c'est une infime partie d'avocats qui s'adonnent à ce genre de pratiques. C'est malheureux, mais ça ne constitue pas un vrai problème par rapport aux problèmes qu'on a discutés tout à l'heure, tels que le problème de formation, de discipline, de la mise en valeur, de la promotion, promouvoir la profession d'avocat et tout ça. Pour moi, c'est ça les vrais problèmes. C'est vrai, la représentation, d'une certaine manière, mon confrère a fait allusion justement au mandat des patronats. Ça aussi, c'est une avancée, je peux dire. Peut-être ça va nous aider un petit peu. Mais en matière de corruption, oui, il y a des avocats qui sont en effet, qui jouent à ce jeu de courroie de transmission. Ça, c'est vrai, mais c'est une infime partie, du moins à ma connaissance. D'accord, restez avec nous, Nourdine Ahmed. Nous retrouvons encore une fois Amin Sidom. Nous avons pu le joindre de nouveau, rétablir la communication. Vous êtes avec nous, Amin Sidom. Allô? Amin Sidom, vous êtes avec nous, vous nous entendez bien? Oui, là c'est mieux, là je vous entends mieux. Eh bien, espérons que nous n'allons pas encore être coupés puisque nous arrivons à la fin de l'émission. Dans cette première partie, être avocat en Algérie, nous avons essayé de déblayer un peu le terrain, de parler un peu du cadre général. Et dans les émissions qui suivront, nous irons plus dans le fond. Mais sinon, aujourd'hui, je voulais vous poser la même question que je viens de poser à Maître Amin Nourdine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la corruption au sein de vos confrères, de votre corps des avocats? Écoutez, c'est un sujet qui est assez important. Mais c'est vrai qu'on en parle, mais pour le moment, il n'y a aucun élément palpable ou des preuves matérielles qui prouvent tout ça. C'est comme la corruption en général. Donc c'est vrai qu'on en parle, on soulève des situations, en tout cas des cas, mais ça reste toujours tout de même un sujet assez tabou et où c'est très difficile d'avoir des éléments qui prouvent ce genre de situation. Mais sinon, cette réputation qu'on fait, j'allais dire presque le deuxième collège des avocats, le prolétariat du corps d'avocats en quelque sorte, des gens qui sont plus dans l'affairisme que dans la vraie vocation, qui passent leur temps, qui ouvrent boutique, hein, c'est des relais, c'est des courroies de transmission de la corruption du justiciable au magistrat, sans langue de bois, très franchement. C'est un véritable fléau qui sévit de la vie de tous nos compatriotes. Pourquoi est-ce que ça devrait rester tabou? Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas en parler? C'est vrai que c'est un fléau dont on en parle aussi, mais comment dirais, c'est très difficile de le prouver. Donc ça reste toujours des déclarations, des tirs, etc. Et sur le plan truc, c'est des cas vraiment très rarissimes. Donc il faut déjà pouvoir trouver ce genre de situation, parce que l'ensemble de la population
on en parle de la corruption, on parle de trucs, etc. Mais c'est très difficile sur le terrain de trouver, et même devant le peu de cas qui ont été présentés devant les tribunaux ou devant les juridictions compétentes, sont des cas vraiment très rarissimes. Et donc, ça aussi, c'est vrai que c'est un fléau qui existe, mais qui est toujours très difficile de le trouver, avoir des preuves matérielles, parce que bon, si on soit avocat, on est dans l'obligation d'avoir des preuves palpables, même au sein du parquet aussi, il y a des poursuites judiciaires, mais qu'il y ait des preuves matérielles palpables. Merci Amin Sidhom, merci Nordine Ahmin, merci Nordine Ben Saad, tous trois avocats qui ont bien voulu participer avec nous à cette première partie de l'émission Être avocat en Algérie. Je rappelle que nous animerons deux autres émissions sur le même sujet. Les avocats qui souhaitent participer avec nous pourraient se rapprocher de Maître Ahmin Nordine, qui est en quelque sorte notre coordinateur pour cette série d'émissions. Merci beaucoup. Salam alaikum.